On y va? C'est quand tu veux. Bon, alors d'abord, je suis un peu triste parce que j'ai vu vos réactions, enfin des réactions sur Facebook quand je suis allé chez des agricultrices et un agriculteur au Mège dans ma circonscription, et donc j'avais bien noté que c'était des agriculteurs de la FNSEA, et il y a eu un tas de commentaires sur Facebook comme quoi, comment on peut frayer avec ces gens-là, ils n'ont rien à faire, c'est eux qui ont pourri l'agriculture et tout ça, et je dois dire que c'est vraiment à l'inverse de tout mon raisonnement politique. Parce que si jamais on devient un ghetto, qu'on se ferme, c'est pas comme ça qu'on arrivera à transformer quoi que ce soit. Et moi, la première chose que je dois faire, c'est comprendre comment les gens y pensent et comment pensent les gens qui pensent différemment de moi. Si j'apporte pas ça, si je me nourris pas de ça, et on a eu des échanges notamment avec Pascal, l'agriculteur, sur le glyphosate, sur nos désaccords, sur des tas de choses en matière d'écologie, comment on pourrait concilier ça. Il y a des désaccords, mais si on n'est pas dans la discussion permanente pour envisager le dépassement des désaccords, ou qu'est-ce qu'on pourra faire à l'avenir, sur quoi ça bloque, et ainsi de suite, je vois pas comment on va s'en sortir si on parle qu'aux gens qui sont déjà d'accord avec nous, quoi. Et c'est le cœur de toute ma démarche de journaliste depuis maintenant 18 ans, de pas aller rencontrer que des gens qu'on aime bien d'avance, même si d'ailleurs je les aime bien, ça n'empêche pas. Il y a ce dicton qui dit qui se ressemble s'assemble, et je pense que c'est tout à fait juste. Si on regarde sociologiquement, ne serait-ce que la composition de l'Assemblée nationale et tout ça, on voit bien que qui se ressemble s'assemble, avec qui on se marie et tout ça. Maintenant, il y a quand même autre chose, c'est qui me ressemble m'ennuie aussi des fois. Et j'ai besoin pour respirer, d'aller rencontrer des gens qui me ressemblent pas socialement, qui me ressemblent pas idéologiquement, sinon j'étouffe. C'est comme ceux qui dans les commentaires, ils ont qu'une chose à raconter, c'est tout le temps c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe. Je veux bien. Moi, je veux dire, j'ai écrit un bouquin, faut-il faire sauter Bruxelles? J'ai mené des enquêtes au Parlement européen et à la Commission. J'ai vu comment c'était trop fait par le lobby, voir comment on peut même plus parler de lobby, tellement c'est de l'intérieur de l'Union européenne que les intérêts financiers sont défendus par les commissaires eux-mêmes. Donc voilà, j'ai aucun problème à dire qu'il faut sortir d'un certain nombre de traités. Peut-être qu'il faut réviser tout depuis le traité de Rome, mais maintenant, il y a quand même d'autres choses à raconter dans la vie, et sur tous les sujets, on peut pas revenir en sautant comme un cabri, en disant c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe, tu vois, tout comme les autres, ils répètent l'Europe, l'Europe, l'Europe. Bon bah, les rapports d'aliénation, la domination du capital sur le travail, il y a des tas de trucs qui sont pas que liés au traité européen. Et puis, il y a une forme de juridicisme là-dedans, c'est-à-dire de croire que juste parce qu'on va changer des textes, ça va changer la réalité. Oui, il faut changer des textes, mais il y a la réalité à changer derrière, et ça suffit pas. Il y a des rapports de force à construire, il y a tout ça. Donc, juste, voilà, il y a quelques commentaires qui m'ont un peu attristé, parce que je vous aime bien, et puis que du coup, je me dis que ça serait bien que on avance. Bon, je sais pas trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai raconté? Parce que là, je dois filer en commission élargie pour aller défendre des trucs sur le CICE, sur les gens qui sont endettés, sur tout ça, donc il faut que je me dépêche. J'étais dans le métro, par exemple, ce matin. Je revenais d'une rencontre chez une avocate avec un ancien directeur de Lidl qui est un copain avec qui je joue au foot quand je jouais à Rimont-sur-Ancre. Qui a gagné en première instance contre Lidl. Lidl a fait appel, donc je l'ai présenté à une avocate, et on était là-bas avec un délégué syndical, et puis aussi avec un gars qui est monté du Sud, dont un camarade s'est suicidé sur son lieu de travail. C'est un exemple donné par Élise Lucet dans Cache Investigation. Donc on a eu toute une discussion là-dessus qui... moi, m'amène à penser qu'est-ce qu'on va faire en termes de mission d'information, ou de groupe d'études, ou de propositions de loi sur le burn-out. Bon, mais juste, je rentre dans le métro, et il y a un mec qui vient faire un selfie avec moi, il est prof de droit, il bosse à Mayotte, je sais pas s'il se reconnaîtra, et quelques minutes après, il vient me voir, et il me dit, bon, je voulais pas vous déranger plus que ça, mais est-ce que... j'ai une question que mes copains me posent quand je leur ai dit que j'étais dans la rame de métro avec Ruffin. Donc vous voyez, on fait de l'interactivité même dans le métro. Voilà, qu'est-ce que c'est que cet absentéisme à l'Assemblée nationale?
Et moi, je le redis, je pense pas que c'est la question qui se pose. Tout à l'heure, j'étais dans la salle des 4 colonnes, et c'est pareil, il y a un journaliste de Canal qui me parle, ou du côté, enfin, qui me parle des avantages. Bon, peut-être, mais l'absentéisme, c'est pas la question, c'est quel serait l'intérêt pour les députés d'y être. Moi, ce matin, j'étais dans le cabinet d'avocats à Lidl, et je considère que je faisais mon travail de parlementaire. De commencer en pensant, en réfléchissant avec les gens, quelle proposition de loi on va pouvoir mener, d'être à leur côté pour imaginer comment, est-ce que c'est la médecine du travail qu'il faut changer, est-ce qu'il faut intégrer le burn-out au tableau des maladies professionnelles, enfin, ça ouvre des tas de réflexions, et peut-être que c'est pas juste en s'enfermant dans l'hémicycle que on arrive à ça. Donc, je le redis, je pense pas que la question de l'absentéisme soit la question centrale. La question centrale, c'est est-ce qu'on veut que ce Parlement ait un rôle de législatif, ou bien c'est l'exécutif avec la présidente de la République qui est aussi le législatif et qui nous envoie des textes de loi en série. Je pense que c'est ça la grande question centrale. De la même manière, là, j'étais pas dans l'hémicycle, j'étais pas en commission, parce que j'ai eu une conférence téléphonique avec les syndicats de NJ pour voir un peu qu'est-ce qu'ils prévoient pour leur manif la semaine prochaine, parce qu'il y a des délocalisations de centres d'appel, comment on peut intervenir, comment on peut interpeller le gouvernement, puisque quand même l'État est actionnaire à hauteur de 24%, il me semble. Enfin bon, voilà. Et bien, tout ça, je considère que c'est du travail de parlementaire et qui se mène pas seulement en étant assis dans l'hémicycle. J'ai reçu un message, c'est pas, ça devrait pouvoir aller. Donc ça, c'est, voilà. Ensuite, ça te va, ce que je raconte? J'aurais plein de trucs à te raconter sur les Paradise Papers. Ouais, vraiment. Je sais pas par où commencer. Je sais pas par où commencer. Non, le gros truc à dire, c'est que quand on voit les ministres répondre dans l'hémicycle, il y a le choix de l'inaction. De toute façon, on a là affaire à une complicité entre les gouvernements. Voilà, je reprends. J'ai un copain, c'est Denis Robert. Denis Robert, il a déjà fait ce boulot-là il y a 21 ans dans l'appel de Genève. Bon, c'est très bien ce que fait le consortium des journalistes, c'est formidable, ça le remet d'actualité, puis tout ça. Mais c'était il y a plus de 20 ans. Ça, il l'a fait à ses risques et périls et tout ça. Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce qu'on va aller de Clearstream, et après ça va être les Panama Papers, après ça va être les Paradise Papers, et après on va trouver un nouveau scandale avec un nouveau cabinet qui produit du... Bon, est-ce qu'on va y aller? Moi je pense, de scandale après scandale comme ça, je pense qu'il faut aujourd'hui regarder non plus les entreprises. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant qu'une boîte comme Whirlpool cherche à payer le moins d'impôts possible? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant qu'un mec comme Bernard Arnault cherche à payer le moins d'impôts possible? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tourner notre regard vers les politiques et comprendre quelle est la complicité qui fait que ce truc peut durer depuis 20, 30, 40 ans et qu'il y a une inaction et qu'il y aura par exemple sur Whirlpool rien de puissant d'entamer contre Whirlpool. Il n'y aura rien de puissant d'entamer contre Bernard Arnault. Je me souviens, Bernard Arnault, donc évidemment... J'ai un catalogue sur lui. C'était déjà LVMH, la multinationale qui, d'après la Tribune, possédait le plus de filiales dans les paradis fiscaux. Ça n'a pas empêché François Hollande d'inaugurer la fondation Louis Vuitton, main dans la main, avec Bernard Arnault. C'est l'une des premières images de mon film. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est interrogé, ce qui est à mettre au cœur du débat, c'est la complicité des politiques avec ces multinationales. Et je veux dire, quand on est dans l'hémicycle, d'abord, quand ces questions-là sont posées et qu'on entend les réponses du ministre, on comprend très bien qu'ils ne vont rien faire. Mais quand on lit le programme de Macron et qu'on voit qu'il consacre largement plus de place à la fraude sociale qu'à la fraude fiscale, alors que les rapports, c'est 300 millions pour l'un et plusieurs dizaines de milliards d'euros pour l'autre, c'est-à-dire c'est un rapport de 100, 200, 300 fois plus d'un côté, on comprend très bien qu'il y a une complicité entre nos dirigeants politiques et les multinationales. Et tous les jours, ce sont des gâteries que les ministres viennent offrir aux multinationales ou à leurs actionnaires. C'est la flat tax, c'est l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, c'est la réforme du droit du travail. Tout ça, c'est fait en permanence, on nous le dit, pour les attirer, pour les garder, puis tout ça. Donc on accepte d'être dans un rapport de vassalité à l'égard de ces multinationales.
Et je pense qu'aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est sur cette complicité des dirigeants politiques. Est-ce que c'est juste parce que c'est comme ça qu'on garde de l'emploi? Et on voit là qu'il y a une ambiguïté, parce que si c'est juste on cède à un chantage, le problème c'est qu'ils cèdent à un chantage en tirant orgueil et en disant, voilà, en le faisant avec fierté, en disant c'est ça la modernité. Mais est-ce que c'est juste parce qu'on cède à un chantage, ou est-ce que c'est parce qu'au fond, ce personnel politique, il est intimement lié au personnel économique qui procède à ces délocalisations en série, à ces recherches du plus faible coût fiscal, et ainsi de suite. Donc, et moi, je pense que aujourd'hui, quand on regarde, je l'ai dit, j'ai repris la phrase de Jean Gabin du président, ce n'est plus un gouvernement, c'est un gigantesque conseil d'administration. Donc, qu'on n'attende pas de l'action, à moins qu'il y ait une pression puissante exercée par les masses sur ce gouvernement. Bon, voilà. Et je veux dire, il faut féliciter l'action des journalistes. Moi, je regardais le cache investigation d'Ali Jussé, mais à la limite, est-ce que ce qui est le plus crapuleux, c'est que Glencore, ils aillent chercher à se défiscaliser, je sais plus trop dans quelle île, ou bien est-ce que c'est qu'ils polluent des sites entiers sans dédommager les paysans dans les pays d'Afrique, en République du Congo, il me semble. Est-ce qu'il y a plus scandaleux dans le cas de Whirlpool, c'est qu'ils passent par des montages fiscaux hyper compliqués pour pas payer d'impôts dans le Delaware, ou bien est-ce que c'est qu'ils recherchent le plus bas coût du travail en allant faire fabriquer, en ne gardant plus une seule usine en France et en allant faire fabriquer ça en Pologne? De toute façon, il y a une espèce de scandale permanent auquel on s'est habitué. Donc il faut les dénoncer, tout ça, comme étant des monstres, et les combattre. Et je sens pas que du côté des ministres ou du président de la République, on a décidé de dire oui, ce sont des monstres froids qui naviguent dans les eaux glacées du calcul égoïste, quoi. Bon, voilà. Alors, mon cas maintenant, parce que moi je me suis fait taper sur les doigts, voilà. Oui, parce que là je parle des scandales, mais il y a quand même un plus grand scandale, c'est que dans une vidéo tournée dans cette pièce, donc à l'Assemblée nationale, j'ai cité un entretien que j'avais effectué avec le camarade Lénine et que nous avons publié dans Fakir, dans mon journal. Tu mettras bip, d'accord? Non, tu mettras pas dans mon journal, tu mettras dans le journal dont je suis le rédacteur en chef bénévole. Tu vois? Bon, j'ai immédiatement, la team Macron, elle a débarqué sur moi comme des piranhas. J'ai été invité par la déontologue à m'expliquer sur mon cas. J'ai dit d'abord, je méconnaissais le règlement, ce point du règlement de l'Assemblée nationale, et j'admettais ma méconnaissance. J'admettais que, en effet, j'avais vanté un intérêt privé, même si moi je ne gagne rien du tout à ça, mais c'est pas grave, et que je virais la vidéo. Suite à ça, la déontologue, elle a dit, bon bah écoutez, je vais envoyer une lettre au président, mais je pense que ça sera classé sans suite, parce que voilà, c'est un point de détail, ok, ça roule, quoi. Bon, De Rugy a décidé de quand même m'adresser un blâme, ou je sais pas comment c'est, bon, ça a été étudié par le bureau, et boum. Alors bon, il y a un truc que je veux signaler. C'est, de toute façon, on se fera toujours taper, même si on essaye d'être... on nous reprochera la paille dans notre œil, et là, c'est même pas une paille, c'est rien du tout. Elle nous sera 100 fois plus reprochée que la poutre dans l'œil d'En Marche, ou dans l'œil de Macron, ou dans l'œil de Castaner. Tiens, je disais, tout à l'heure, je parlais qu'on fait des gâteries aux multinationales. Ben, on se souvient de la phrase de Castaner sur « il ne faut pas critiquer une entreprise française » et que avait repris Édouard Philippe, qui voulait pas qu'on adresse de reproches aux entreprises qui réussissent, quoi. Mais voilà, ça nous sera 100 fois plus reproché, ça c'est une chose. Bon, c'est comme j'ai un bout de chemise qui dépasse et boum, on t'aligne. Muriel Pénicaud et ses stock options, ça va. Édouard Philippe et Areva, ça va. Macron et Lagardère, parce que j'avais quand même fait un gros truc pendant l'été sur Macron et qui passe du privé au public, et avec défendant dans les deux cas les intérêts de Lagardère, et qui ensuite se voit louer par la presse Lagardère. Bon, ça va. Ensuite, Sanofi, Castaner, Édouard Philippe,
Weinberg à l'Élysée, ça va. Ce qui va pas, c'est que quand je cite le nom du journal à l'Assemblée nationale, sachant que quand même ma revue préférée, et là, il ne m'a jamais été reproché de la citer, c'est Challenge, quoi. Donc, voilà. Bon, allez, moi je file en commission des affaires économiques pour défendre les intérêts du peuple.